Bienvenue au webinaire sur handicap psychique et culture, la culture vectrice de liens, mais pas que. Vous êtes en effet, là, une bonne dizaine. Vous êtes connectés pour le moment, je crois que d'autres nous rejoindront juste après. Donc, c'est la première fois que le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France propose ce webinaire, ou en tout cas ce type de webinaire sur la thématique de la culture. Et c'est un sujet auquel nous nous intéressons depuis maintenant quelques mois, notamment suite à des rencontres avec acteurs en région des Hauts-de-France. En effet, certains d'entre eux sont engagés sur la question maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et ont développé finalement une expertise sur le domaine. Donc, nous espérons que ce webinaire vous permettra de trouver des réponses à vos questions et de créer bien sûr de nouvelles innovations culturelles. Donc là, ce webinaire s'organisera en 3 temps. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, qui sera finalement le lien aujourd'hui entre vous et nous. Voilà. Donc le premier point permet de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui favorise l'accès à la culture des personnes en situation de handicap psychique? Donc, Madame Lapointe, si présente, est chargée de projet de médiation au musée du Louvre-Lens. Elle tentera d'y répondre à travers son expérience au musée. Le temps de diffuser son PowerPoint, et c'est à vous, Madame Lapointe. Allez. Hop. Alors, est-ce que... Alors, donc c'est celui-ci. Webinaire, le dernier, tout en bas, tout en bas. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne fonctionne pas. Bah, je vais partir de votre... Ouais. On va utiliser le PDF. Hop. Est-ce que les personnes m'entendent? Oui, vous pouvez commencer. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. J'avais prévu des vidéos pour que ce soit un petit peu plus interactif, mais il y a toujours des problèmes de compatibilité entre les différents formats. Donc, on fera sans la vidéo et éventuellement, on trouvera un moyen de vous les diffuser par ailleurs. Peut-être qu'on peut mettre en plein écran, comme ça, ce sera un petit peu plus agréable à regarder. Donc, je vais me baser sur à la fois mon expérience et la politique du musée du Louvre-Lens, mais aussi sur une thèse de doctorat qui a été écrite par Mylène Coste en 2010, et puis un mémoire de recherche de Leslie Labbé à l'école du Louvre qui traite de la muséothérapie et qui traite aussi des ateliers culturels en hôpitaux psychiatriques. Donc, c'est un peu ce qui va alimenter toutes les citations qui sont dans cette présentation. C'est toujours important de citer ces sources et de travailler en collaboration avec les autres scientifiques. Donc, la galerie du temps que vous voyez là à côté, typiquement, c'était une petite vidéo pour vous faire entrer dans cet espace d'exposition du musée du Louvre-Lens qui se veut un musée intelligible. Donc, intelligible, ce n'est pas forcément intelligent, mais c'est compréhensible par tous et pour tous. Et donc, c'est bien l'accessibilité universelle qui est un vœu que nous mettons en œuvre chaque jour au musée. Il y a bien sûr les questions d'équipement pour accueillir tout le monde, pour que chacun puisse avoir accès aux œuvres exposées. Mais il y a aussi des petites règles d'écriture inclusive, par exemple. Ou bien, alors inclusive, ce n'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais des règles d'observation des choses et de lecture de cartels pour que ce soit facile à lire, pour que ce soit aussi facile à comprendre. Et on pourra même aller jusqu'à ce qu'on appelle le phaléaque ou le falque. Et il y a différents degrés. On peut aussi, et nous sommes en train de rédiger une charte de rédaction muséographique pour vraiment permettre une accessibilité intellectuelle pour tous. Dans ma présentation, je vais à la fois parler des publics qui sont avec un handicap psychique, mais aussi ceux avec un handicap intellectuel, parce qu'en fait, j'ai envie de vous faire partager de mon expérience avec tous les publics et
la chose la plus importante à comprendre, c'est que dans notre musée, nous les considérons tous à égalité. Il n'y a pas de différence entre les visiteurs, quel que soit leur âge, leur origine ou éventuellement s'ils sont porteurs d'une pathologie. Donc ça fait vraiment partie de notre projet scientifique et culturel et un peu notre politique de musée. Et la deuxième chose, du coup, je fais passer la deuxième diapositive, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. La deuxième chose qui est importante au sein des musées aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années au sein des musées anglo-saxons et aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle la muséothérapie que nous prenons à bras le corps au musée du Louvre-Lens. Et vous le voyez avec le visuel qui est sur le côté, la muséothérapie va aujourd'hui donner lieu, à partir du mois de novembre 2018, à des prescriptions médicales pour aller au musée. Les médecins francophones du Canada utilisent la muséothérapie comme adjuvant au traitement conventionnel. C'est des ordonnances médicales donc inédites qui vont permettre aux patients, mais aussi à leurs proches, à leurs familles, aux personnes aidantes, de profiter des bienfaits de l'art sur la santé dans un cadre de visite gratuite. Alors, comment est-ce que ça s'est mis en place? Évidemment, je refais un petit historique et une petite définition, c'est important. La muséothérapie, ce serait une méthode thérapeutique individuelle ou collective qui va consister en l'exploitation de l'environnement muséal à des fins de bien-être physique. On peut faire du sport au musée, faire du yoga devant une œuvre d'art, c'est magique. Mais on peut aussi courir dans le parc du musée et s'entraîner. Certains athlètes le font. Mais aussi à des fins de bien-être psychologique et social, on va le voir. Alors, ce n'est pas nouveau, je vous le disais, dès les années de l'entre-deux-guerres et plus spécifiquement en 1944, on a un artiste, Adrian Hill, qui va travailler avec la Croix-Rouge et qui va inventer, vraiment mettre en place un système d'œuvres d'art qui pourra être accroché dans les chambres des malades, dans les hôpitaux, pour que les patients aient un autre regard sur les œuvres d'art. Et puis, ce dispositif sera complété par des conférenciers qui viendront à l'hôpital pour discuter d'art avec les patients. Évidemment, on s'aperçoit que ça va participer à leur guérison. Donc ça, on est dans les années 40. Et finalement, je passe quelques étapes, mais en 2016, on a un atelier international d'éducation d'art-thérapie qui se met en place au Musée des Beaux-Arts de Montréal, notamment sous l'impulsion de sa directrice Nathalie Bondil. Et c'est la première fois qu'il y a un espace spécifique à l'art-thérapie dans un musée, avec aussi un art-thérapeute qui est employé à temps plein. Donc voilà comment est-ce qu'on avance. Et on va découvrir avec la diapositive suivante que le Louvre-Lens s'inscrit dans cette salutogénèse, comme on l'appelle, donc dans cette façon d'observer le musée comme un espace thérapeutique. En fait, là aussi, je reviens sur le fait que ce n'est pas du tout nouveau, puisque déjà Florence Nightingale, en 1860, va montrer que quand on varie les environnements, eh bien, on évite les risques de dépression chez le patient. Et dans les années 70, Ulrich montrait aussi que le fait d'avoir une fenêtre dans une chambre face à un environnement de paysage, d'arbres, eh bien, ça participait davantage à la guérison, notamment en post-opératoire, plutôt que d'avoir un simple mur. Donc, on part de ce constat-là et on se dit que le musée, c'est un espace qui va procurer de la santé mentale, un environnement favorable à la santé mentale et qui va permettre une salutogénie, un environnement qui va être autre que celui de la pathologie. Donc, avec ce constat, on va amener les patients à venir au musée pour sortir de leur environnement et le considérer avec ce qu'on appelle intelligence, au sens le prendre avec soi, le considérer en fonction de son regard comme un lieu qui est propice au bien-être. Alors pourquoi? Parce qu'un musée, c'est un espace qui est un peu différent. Souvent, il est construit différemment. Je vais vous montrer en quelques points avec les slides suivants. C'est d'abord un espace
de contemplation, puisqu'on peut, on peut prendre le temps dans un musée de s'asseoir, de se poser devant une œuvre. Et c'est aussi un espace dans lequel on peut regarder finalement pendant des heures. On peut, sans rien dire, être face à un objet qui a une valeur esthétique et être en totale introspection. Si on n'a pas envie de parler, si on ne se sent pas spécialement de bonne humeur, eh bien on peut être dans sa bulle dans le musée. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet d'accueillir tout à chacun. Et d'ailleurs, on a aussi une dimension d'éternité dans les musées. Et là, encore une fois, Nathalie Bondil qui le souligne dans son manifeste pour un musée des beaux-arts humanistes. En effet, on va présenter des œuvres qui sont parfois anciennes de 5000 ans et on va se retrouver au milieu de cet environnement de l'histoire. Alors, on peut se sentir tout petit ou au contraire, on peut se sentir appartenir à cette histoire. Donc, c'est un lieu qui est favorable à la contemplation et aussi à l'introspection. Pour mémoire, je vous ai mis une petite date en 2018. La National Gallery de Londres a proposé des ateliers qui consistaient à s'asseoir juste en face d'une œuvre, tout seul, un peu isolé dans une petite salle, pour créer une atmosphère propice à la méditation au calme. Et ça fait aussi partie des préceptes qui nous sont intimés par la mission Musée du XXIe siècle, où on doit s'ancrer sur le territoire. Enfin, notre politique doit être à la disposition des habitants des territoires sur lesquels les musées sont, et donc chercher à avoir une relation, un travail avec la population du territoire, quelle qu'elle soit, de façon à entamer un dialogue avec eux. Et alors, avec la diapositive suivante, on peut dire que le musée est aussi un lieu de restauration. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des ateliers de restauration au sein du musée du Louvre-Lens que les visiteurs peuvent observer par une baie vitrée ou même parfois prendre rendez-vous avec le restaurateur pour discuter avec lui, comprendre son métier. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite. Mais il y a aussi, bien sûr, des médiateurs qui vont aller vers les patients dans les hôpitaux. C'est ce qu'on appelle les actions hors les murs. Et donc, bien sûr, le musée est associé aux soins des objets et aux soins aussi des gens qui viennent dans ce musée. Un lieu de cure, en fait, de restauration. Et le vocabulaire en restauration est exactement le même que dans le domaine médical. On parle de restauration préventive, de restauration curative. Voilà. Donc, il y a vraiment des parallèles dans nos problématiques entre médecins et conservateurs. Cela dit, c'est aussi un lieu de restauration lorsqu'on vient au musée parce qu'il y a un environnement qui est différent, un environnement qui est plus étendu, un espace en fait qui est souvent plus vaste que dans un hôpital et ses couloirs ou bien dans une maison dans laquelle on se trouve. Un lieu qui va aussi être plein d'intérêt, qui va être stimulant, tiens, des choses que je ne connais pas, des couleurs qui m'attirent, des matières pour des objets d'art qui sont étonnants. Et puis aussi un lieu qui peut être compatible avec ma disposition. Comme je vous l'ai dit, si j'ai envie d'être dans un groupe, je peux participer à une visite guidée et échanger avec un groupe. Si au contraire, je veux être seule, dans un musée, c'est assez facile de se mettre un peu en retrait et d'être seule. Donc, c'est un environnement qui va, avec ces 4 points plus l'esthétique, être un lieu qui facilite la restauration de chacun. Alors, la restauration, c'est celle de la fatigue. Si vous êtes usé par une semaine de travail intense, le fait d'aller vous poser, entre guillemets, dans un musée, ça permet de se restaurer. Parce que c'est un lieu qui favorise, c'est un environnement qui favorise cette restauration au même titre que l'on peut restaurer les œuvres d'art. Avec la diapositive suivante, je vais aussi vous montrer que le musée, et plus spécialement le musée du Louvre-Lens, c'est un outil de réhabilitation psychosociale. Comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on va d'abord s'appuyer sur des études scientifiques qui sont menées depuis les années 1980, qui suggèrent de faire participer les usagers des centres médicaux aux sorties diverses et variées, mais aussi des sorties culturelles pour favoriser en fait une sociabilisation et aussi sous forme de traitement en fait. Et au musée du Louvre-Lens, nos premières séances sont toujours les médiateurs culturels du musée
vont à la rencontre des usagers. Donc, nous allons d'abord là où ils se trouvent, que ce soit un centre de jour. Là, vous avez la photo d'un usager de l'hôpital de jour de Lens, le CAP. Mais on est en dernière phase sur cette photo, puisqu'on est d'abord allé rencontrer ces usagers. Ensuite, on a fait toute une série de séances au musée avec ces usagers, mais l'usager connaissait déjà le médiateur qu'il allait rencontrer pour le cycle d'activité. Et donc, il était déjà en confiance. On ne peut pas simplement demander à une personne de venir au musée. Si elle n'a pas l'habitude de venir au musée, si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne le fera pas d'elle-même. Donc, on a besoin de s'appuyer sur des associations, sur des institutions, sur des professionnels de la problématique de ce visiteur. Ensuite, d'entrer en contact avec lui sur son lieu habituel pour le mettre en confiance. Et là seulement, on peut l'accueillir au musée. Et pas à pas, on va, à travers différentes séances, construire une relation à l'art avec des visites et aussi avec des pratiques plastiques. Là, vous le voyez, il s'agissait de tout un cycle d'activités autour de l'image de soi, de façon à retrouver un peu d'estime de soi, de retrouver de la confiance en soi. Et donc, il y a eu plusieurs ateliers de gravure, de calligraphie, qui ont permis de faire d'abord un portrait, une expression, et puis enfin son autoportrait, et voire même l'autoportrait de son corps en plaçant des mots qui définissent chacun de ses participants. Et finalement, dans la dernière séance, il ne s'agit pas d'avoir un regard critique sur les œuvres qui ont été réalisées, ça ne nous intéresse pas, mais en revanche, il s'agissait de valoriser cette action en faisant une restitution, une petite exposition au sein de l'hôpital de jour, de le montrer éventuellement aux médecins, aux proches, aux aidants s'ils sont là, aussi à l'administration de l'hôpital pour valoriser cette action. Et pendant cette restitution, pendant cette petite exposition, chaque usager prenait la parole et expliquait son travail. Donc on a vraiment une évolution qui s'est crescendo où finalement la personne, elle est fière de ce qu'elle a fait et elle a envie de parler. Elle devient, nous, ce qu'on appelle ambassadeur du musée. Donc vous l'avez vu, ça se fait de manière graduelle. Si on passe à la diapositive suivante, c'est exactement la même méthode que nous utilisons lorsque nous avons des publics avec des handicaps physiques, si je puis dire, en tout cas visibles, beaucoup plus lourds. Donc là, on est en compagnie de personnes qui sont au SAJ de Loison-sous-Lens. Et vous le voyez, elles sont dans les salles du musée, elles s'amusent beaucoup, on leur montre une figure qui est enchaînée et pour leur permettre de comprendre la symbolique de cette figure, on leur propose de mimer. Mais attention, le musée n'est pas fermé pour leur permettre de réaliser ce petit exercice. On est au contact des œuvres et au contact des visiteurs. On ne stigmatise pas les publics, quels qu'ils soient, hein, de même que quand on reçoit des personnes sous main de justice, c'est pendant les heures d'ouverture du musée et il n'est pas noté qu'il s'agit de personnes qui habituellement sont détenues dans un centre pénitentiaire. C'est la même chose pour tous les usagers, pour tous les visiteurs. Ça s'inscrit, là encore une fois, j'ai rajouté quelques petites dates dans une histoire hein, qui est celle des années 60, d'André Malraux et de la volonté d'avoir des musées accessibles à tous, d'avoir une politique de démocratisation culturelle. Mais chaque jour, ça demande une vigilance de façon à avoir cette inclusion sociale et à veiller à ce que les personnes ne soient pas stigmatisées lors de leur visite. Au-delà de ça, c'est important parce que certaines pathologies, je pense à l'autisme ou bien à la maladie d'Alzheimer, elles peuvent avoir perdu certains codes sociaux ou ne jamais les avoir acquises. Et dans ce cas-là, le fait d'aller au musée, c'est le fait de aussi se frotter aux autres visiteurs, de devoir suivre des règles. On n'a pas le droit de toucher les œuvres d'art. Même si on est un visiteur avec une pathologie particulière, il faut respecter cette œuvre d'art et donc cette règle-là. Et donc, c'est aussi un apprentissage qui participe finalement à la thérapie, le fait de se réinsérer dans un groupe social et dans un milieu qui est aussi fait de contraintes. Cependant, accueillir les personnes qui sont atteintes de ces pathologies, c'est vraiment légitimer leur place au sein de la société. Et pour nous, c'est très important. Donc, je cite Leslie Labbé qui le rappelle, c'est une façon de ne pas limiter leurs possibilités au sein de l'espace public.
Alors, la photo suivante, c'était celle d'une petite vidéo où vous le voyez, on a une personne qui vit au foyer Lamarelle. Donc, le foyer Lamarelle, c'est un foyer d'hébergement permanent juste à côté du musée, à Liévin, dans la ville voisine. C'est un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes qui souffrent de différents handicaps psychiques et aussi physiques. Et ce sont des personnes qui sont adultes, qui ont plus de 20 ans sans limite d'âge. Alors, ils ont l'habitude de venir au musée, de participer à différentes activités, et cela depuis l'ouverture du musée en décembre 2012. Et pendant le confinement, évidemment, le musée était fermé, elle ne pouvait plus venir. Alors, l'un de leurs encadrants, en relation avec l'une des chargées de médiation du musée, les a invités à participer à ce qu'on appelle le Getty Museum Challenge, où il s'agissait de se mettre dans la peau d'une œuvre d'art. Et donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas Maurice, c'est l'un des autres résidents du foyer Lamarelle, qui s'est transformé en le peintre Vernet. Et il va donc avoir une perruque, puisque c'est un peintre du XVIIe siècle, une palette, et puis il va du XVIIIe siècle, pardon, et il va ainsi incarner ce peintre dont nous avons le portrait réalisé par Elisabeth Vigée-Lebrun au musée du Louvre-Lens. Et c'est cette série de photos où finalement ces usagers incarnent leurs œuvres préférées, va même remporter un prix, le prix de l'inclusion pour ce challenge. Ce qui était aussi intéressant dans la vidéo, c'était d'entendre leur encadrant, Christophe Verdon, qui insistait sur le fait qu'ils ont pris du plaisir, que la sortie, eh bien, on l'a vu, c'est un facteur de sociabilisation, c'est un facteur d'éviter la stigmatisation, mais c'est aussi eh bien, un apprentissage culturel, un lieu qui devient presque un rituel pour ces usagers, à tel point qu'ils en réclament et qu'ils incarnent ces œuvres. Pour conclure contre la stigmatisation, il faut aussi savoir que certains publics ne peuvent pas venir au musée, et dans ce cas-là, nous procédons, comme on l'a vu précédemment, à aller vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou bien aussi, nous avons utilisé les moyens numériques, notamment pendant le confinement, pour faire des visites à distance avec des outils assez simples comme le téléphone portable. Donc ça fait toujours partie de la lutte contre la stigmatisation et pour l'inclusion de tous les publics en différents centres, hein, des cliniques, des EHPAD, enfin voilà. Ensuite, je voulais aussi faire un point particulier autour de la pédopsychiatrie. Ce sont souvent des publics qu'il faut, j'ai envie de dire, apprivoiser, mais c'est un terme qui, dans ma bouche, est très bienveillant, c'est-à-dire, là aussi, établir une relation de confiance. Et avec ces deux photos, qui ne sont pas très jolies parce qu'il a fallu les flouter, mais qui néanmoins vous permettent de respecter ces jeunes garçons, mais aussi de comprendre. On a le petit Evan, qui, lors de la première relation avec les médiateurs du Louvre-Lens, va rencontrer une œuvre, d'abord au sein de son unité, au sein de l'hôpital de jour, et qui va réfléchir au visage, au portrait et à l'expression. Donc, vous le voyez peut-être sur le côté à droite, en bas, c'est le portrait du Pied-Beau, qui est un tableau de Ribera qui fait un grand sourire. Vous le voyez, la tête qu'il fait, elle est assez expressive, même si elle est plutôt abstraite. En revanche, on est une année et demie plus tard, et vous pouvez retrouver cette fois-ci dans les ateliers du musée, et vous voyez qu'il a su construire une figure qui tient debout et qui reprend la gestuelle du roi Louis XIV avec sa cape. Et donc, on s'aperçoit que le modelage de la terre, il a permis une expression, il a permis, on voit aussi le sourire et la fierté de cet enfant qui pose devant sa boule d'argile. Et donc, c'est aussi de très beaux moments et de très belles rencontres qui permettent à ces enfants de s'exprimer. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adolescents. Et là, j'ai repris un schéma qui était important pour moi de vous transmettre, qui est celui de créer un environnement particulier pour les personnes qui sont migrantes, et notamment les mineurs non accompagnés, avec lesquels nous avons travaillé au musée du Louvre-Lens. Là, encore une fois, nous les avons d'abord rencontrés dans leur foyer, au SAVI, et de Béthune, et ensuite nous les avons emmenés lors des visites au musée du Louvre-Lens. Alors, ces jeunes ne sont pas simplement des personnes qui sont en exil,
ce sont souvent des personnes qui ont reçu plusieurs traumatismes et qui ont besoin de soins psychiques, mais qui, par ailleurs, viennent la plupart du temps de cultures où on ne connaît pas du tout les mécanismes de la psyché, et on refuse parfois même les soins associés à tout ce qui est psychologique et psychiatrique, par mauvaise connaissance, par fierté, par envie de rester pudique aussi. Il faut savoir que ces enfants ont d'abord ont eu l'obligation de quitter leurs proches, leur pays, leurs coutumes, leurs habitudes. On fait un long voyage qui souvent a été traumatisant dans le trajet, mais la plupart aussi sont passés par des lieux comme la Libye où ils ont pu être réduits en esclavage, voire en esclavage sexuel. Vous pouvez aussi observer sur la photographie un albinos qui était chez lui soumis depuis sa plus tendre enfance à un danger, hein, puisqu'on cherche à récupérer son corps pour en faire un gris-gris et éviter éviter qu'il ne soit dangereux pour la population qui croit en le démon qui posséderait l'albinos. Donc vous l'avez compris, ils ont souffert de plusieurs traumatismes et quand enfin ils arrivent sur notre territoire, il s'agit de les scolariser et de leur permettre de retrouver une vie normale, tout en n'ayant pas l'habitude d'être soignés et parfois en refusant les soins. Donc le musée du Louvre-Lens va leur permettre d'avoir de l'art-thérapie, justement de la muséothérapie, de la dramathérapie, d'une manière un peu, sans que ce soit frontalement un exercice de soin, la sensation d'être pris en charge, puisque pour la plupart, ils peuvent le refuser. Et il s'agira, de la part du musée et du médiateur, d'être très bienveillant, de comprendre que si pendant un temps d'activité, on a une personne qui se met en retrait, c'est qu'elle en a besoin. Si on a une jeune fille qui vous dit qu'elle a très mal au ventre ou très mal à la tête, ce n'est pas un caprice, c'est parce que justement elle vit une émotion intense à ce moment-là qui la projette dans un souvenir douloureux. Et donc, sans entrer dans leur intimité, toujours respecter ces rythmes, comme on peut le faire avec un public pour lequel c'est plus clair puisqu'il est identifié avec une pathologie. Là, les pathologies, on ne peut que les deviner, on ne les connaît pas précisément. Donc, vous les voyez avec toujours cette méthode crescendo. D'abord, une visite au musée, on va engager le dialogue, on va créer un environnement social rassurant, où on les laisse parler. C'est facile d'entamer un dialogue à partir d'un objet, parce qu'on est tous à égalité. On peut tous parler d'une œuvre d'art, d'un gobelet et se mettre à en débattre. Il n'y a pas de jugement. Ensuite, on passe au stade suivant, où là, on va travailler avec, en l'occurrence pour ce projet, un danseur et un metteur en scène. Donc, il va falloir engager le corps et avec tout le bienfait que cela peut procurer. Et donc, le musée sera un lieu de médiation, mais aussi d'opportunité pour certains de redécouvrir un talent qu'ils avaient oublié pendant leur chemin d'infortune. Et avec la diapositive suivante, là aussi, c'était une vidéo qui vous montrait que finalement, ils ont pu monter sur scène, puisqu'au musée du Louvre-Lens, nous avons une scène où on propose des spectacles, mais où on peut aussi construire un spectacle. Et au début, ce spectacle était en relation avec l'exposition Homère, et donc le parcours d'Ulysse, comme ces jeunes ont eux aussi traversé des péripéties comme des Ulysses. Et vous le voyez dans cette scène finale, ils ont un peu la nostalgie du pays, ils sont plutôt déprimés. Finalement, l'un d'entre eux se lève et dit non, ça suffit, on a réussi, maintenant il y a de la joie. Le spectacle se termine où ils se mettent à danser et à inviter les spectateurs à venir sur la scène. Et je trouvais que c'était assez révélateur de tout le parcours qu'ils avaient pu entreprendre avec le musée et avec les médiateurs du musée. Ça va même un peu plus loin, puisque la diapositive suivante nous montre qu'ils vont ensuite, pour certains, témoigner de leur aventure et donc partager. Donc, en termes de soins, on a vraiment fait un cheminement jusqu'au bout. Évidemment, tout cela a été accompagné par une psychologue, la psychologue du SAVI qui les observe attentivement pour ne pas provoquer d'accidents ou de rechutes. Et donc, ils peuvent aller jusqu'à raconter leur histoire autrement que sur scène. Alors, tout cela, il faut l'évaluer. C'est important puisqu'on a dans les études de muséothérapie des constats. En France, c'est un phénomène qui peine à se développer, qui peut être un peu effrayant ou inconnu. Au musée de Louvre-Lens, nous travaillons depuis 2021, donc depuis cette année, avec 2 art-thérapeutes
et une médiatrice qui s'est formée à l'art-thérapie. Et ensemble, mais aussi avec d'autres encadrants infirmiers et médecins des différentes structures avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de créer, de construire une grille d'évaluation qui permettra de croiser les observations des médiateurs culturels pendant une séance et les observations des infirmiers encadrants pendant une séance, de façon à ce qu'on comprenne et qu'on le sait intuitivement, mais qu'on puisse mesurer qualitativement le bienfait que le musée peut apporter à tous les usagers et à ceux qui souffrent d'une pathologie en particulier. Donc là, vous avez une roue des émotions qui a été retravaillée par nos services et par les arts-thérapeutes. Cette roue des émotions, elle n'est pas inventée par le musée du Louvre-Lens, on la reprend, mais on la retravaille et on va essayer de donner une vision de ces grilles. On espère pouvoir aussi avoir des journées d'études où on pourra partager avec les scientifiques, mais aussi toujours laisser la parole aux bénéficiaires qui peuvent s'exprimer. Donc, c'est l'engagement du musée et la dernière diapositive qui permet de rappeler ces engagements en faveur de l'inclusion et du musée qui serait comme un lieu refuge pour chacun, mais aussi pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Alors voilà, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, préciser certains points s'il le faut. Alors, un très grand merci, Madame Lapointe. C'est très, très intéressant et très enrichissant, en tout cas, tout ce que vous avez pu partager. Alors, pour les spectateurs derrière l'écran, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu, en effet, tout à l'heure, une première question. Est-ce que pour les personnes qui ne savent pas lire, y a-t-il des choses mises en place? Bien sûr. Pour celles qui ne savent pas lire du tout, la communication avec le médiateur est présente, le dialogue, la conversation. Depuis 2017, le musée du Louvre Paris engage des conversations avec les patients dans les hôpitaux. Bien, sur le même principe, on peut avoir simplement des conversations. On s'adapte à tous les niveaux. Au musée du Louvre-Lens, les activités de médiation, elles sont dédiées au public dès l'âge de 9 mois. Donc, si on sait s'adapter un enfant de 9 mois, on sait s'adapter à n'importe quelle personne qui est en situation d'illettrisme. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec des écoles de la seconde chance, avec des organismes qui sont dans la lutte contre l'illettrisme et qui nous permettent justement, je vous ai ramené, de construire des petits livrets. Alors, avec le foyer Lamarelle, on avait construit un livret Falk, donc facile à lire et à comprendre. Ici, on est plutôt sur un livret facile à lire, mais qui est réalisé, que ce soit pour le Falk ou pour ce facile à lire, avec les usagers en situation d'illettrisme ou de presqu'illettrisme. Donc, on a différents degrés. Vous le savez, les différentes pathologies sont à des degrés divers et variés. Il faut s'adapter à chacun. On n'est pas forcément une personne non-voyante ou malvoyante, et à chaque fois, on adapte notre proposition en fonction de la perception de chacun. Donc, c'est le cas pour toutes les fragilités, j'ai envie de dire. Alors, une seconde question, est-ce que vous intervenez dans l'Oise? Ça y est, vous allez avoir des sollicitations de la France entière. Alors, la région aujourd'hui, la grande région des Hauts-de-France fait partie de notre périmètre. On intervient en Picardie, plutôt avec les publics sous main de justice. Dans l'absolu, c'est notre territoire. On va se concentrer, on aura un ancrage sur le bassin minier plus spécifiquement, mais le territoire, c'est la grande région des Hauts-de-France. Il s'agit d'un projet à construire ensemble, voir comment on peut intervenir avec le temps de trajet, en fait. C'est un peu ça qui va parfois être bloquant, mais j'ai une collègue qui intervient très régulièrement à Château-Thierry, donc Lens, Château-Thierry, finalement, c'est presque aussi loin que pour l'Oise. Alors, oui, je vois qu'il y a une nouvelle question. Comment on vous contacte? Je crois que M. Marquis est très intéressé. Eh bien, il s'agit de vous mettre en relation avec le musée du Louvre-Lens. Les adresses sont assez simples, c'est toujours @louvrelens.fr avec mon prénom, mon nom, par exemple, ou bien en allant sur le site du musée, vous avez un encart qui vous permet de prendre contact. Donc, je vous invite à consulter le site du musée.
ou sinon je pourrais donner mon adresse email personnelle. Ça marche. Alors moi, j'avais peut-être une dernière question avant de passer en effet aux personnes ici présentes. Que retirez-vous des rencontres avec les personnes en situation de handicap psychique? Eh bien, on a toujours un regard qui est différent. Les professionnels des musées ont l'habitude de regarder les œuvres d'art selon un schéma d'analyse. Il y a le contexte de création, après il y a la description qui va permettre d'avoir une symbolique. Et finalement, on intellectualise l'œuvre d'art. Quand on est avec un public qui est, entre guillemets, non sachant, on est obligé de le regarder avec ses yeux et de redécouvrir l'œuvre d'une autre façon. Et avec un public qui va être hypersensible ou qui, au contraire, est totalement fermé, on a aussi l'obligation de l'amener à poser son regard et ainsi à redécouvrir encore une fois l'œuvre. Donc moi, c'est ce que ça m'apporte à chaque fois. Ça permet aussi de se projeter différemment avec son corps, avec son esprit, en fonction de la personne qui est en face de soi. On a besoin de beaucoup d'empathie quand on fait de la médiation et en plus, si on veut apprécier une œuvre d'art, on est dans cette empathie-là. Donc, on absorbe et on partage les émotions de manière peut-être plus intense qu'avec une classe qui a besoin d'un discours pédagogique simple. Très bien. Alors, je prends la toute dernière question. Avez-vous mis en place un carnet de découverte d'œuvres adaptées pour les personnes en situation de handicap psychique? Non, pas encore, mais ça fait partie de nos projets. On y a songé aussi, on avait une exposition sur les arts de la table et on songeait à un set de table pour sensibiliser les personnes en général au bien manger, mais aussi avec un système de schéma et qui pouvait être co-construit avec une unité de diétologie et des personnes ayant des troubles alimentaires. C'est un projet qui ne s'est pas réalisé, mais qui reste dans nos projets futurs à concrétiser. Donc, c'est quelque chose qui est sur le feu, j'ai envie de dire. Très bien. Merci beaucoup. Alors là, je vois qu'on vous remercie et que cette dame est intéressée par le projet cité. Donc, n'hésitez pas à aller vers Madame Lapointe. En tout cas, un grand merci pour les explications. En tout cas, moi personnellement, je n'imaginais pas que le musée Louvre-Lens était aussi inclusif peut-être et qu'il allait aussi loin dans finalement ses interventions. Donc un grand merci à vous. Je laisse maintenant la place aux personnes ici présentes, donc Eugène de Fourmy qui va se présenter. Le second point donc, se veut donner la parole aux personnes en situation de handicap psychique comme actrices de sa culture. Donc les adhérents du GEM de Fourmy participent à des spectacles ou des expositions et parfois ils se mettent en action. Je vais donc les laisser s'exprimer. Alors je vous laisse rejoindre le devant de la scène. Je vais remettre la caméra comme il se doit. Hop. Donc on voit tous. Hop, 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 hop. Alors. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter le temps que je fais le PowerPoint. N'hésitez pas à dire qui vous êtes et puis ensuite la parole est à vous. Allez-y. Allez, chacun votre tour. Bonjour, je m'appelle Corinne. Je suis adhérente au GEM depuis août 2020. Bonjour, je me présente, je suis Bernard. Je suis adhérent au GEM de Fourmy depuis mai 2021. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis adhérent depuis le mois de juillet au GEM de Fourmy. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sonia, j'ai 44 ans, je suis adhérente au GEM de Fourmy. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je suis rentrée dans le GEM depuis février 2020. Bonjour, je suis Patricia, je suis coordinatrice du GEM depuis l'ouverture, à savoir il y a 2 ans.
Alors, je partage votre support. Vous pouvez d'ores et déjà commencer. Allez-y. Peut-être commencer par Valérie. Parce que toi, Commencez. Valérie, par contre. Oui. Parce que c'est le vert. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je suis adhérente depuis l'ouverture du GEM Main dans la main depuis février 2020. J'ai toujours aimé beaucoup l'artisanat du verre. Et lors d'une réunion d'adhérents, j'ai demandé si c'était possible de faire une possibilité de visiter plusieurs sites de la région. Donc, c'est pour ça que voilà, le musée du verre de Sarpoterie. Nous avons donc fait le musée du verre de Sarpoterie ainsi que des ateliers musée du verre de Trélon et qu'au musée de la Vénois. La sortie était très appréciée et nous pensions refaire des sorties prochainement dans le cadre d'une nouvelle exposition temporaire. C'est vrai que le verre, il faut le comprendre comment il a été fait. Parce que le verre, on dit que le verre, c'est vert. Mais non, le verre, il n'est pas vert. C'est en fait le faire cuire que le verre change de couleur. Sinon, le verre, il est blanc. C'était intéressant, Valérie. Très, très intéressant. Et quand je suis rentrée donc, au musée du verre de Sarpoterie, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est la robe de mariée, qui est juste là en bois. Qui est en verre. Elle est en verre. Ah ouais. Tout est en verre. De par ton plaisir, enfin, ah oui. Et c'est toi qui as emmené les autres membres. Ouais. Hein, c'est toi qui as proposé en réunion et qui a demandé s'il y avait des gens qui voulaient se joindre à toi et qui a emmené en fait les autres personnes et amené les personnes à aller visiter ce musée, et chose que voilà, dans le côté acteur, voilà, c'est vrai que c'est des choses à faire parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est ce que c'est du verre en fait. Très bien, merci. Regarde. Alors, je passe à l'abbaye. Alors, je ne sais pas qui présente l'abbaye. Allez-y. Hop. Non, là, c'était c'est moi qui vais expliquer un petit peu. Hein. L'idée, effectivement, c'était on était en confinement et l'idée, en fait, était d'aller faire une balade un petit peu avant, et c'est pas loin de chez nous, et on voulait un petit peu repérer les lieux puisqu'il y avait un projet médiéval avec des photos, un shooting photo médiéval, et de repérer les lieux pour après faire un shooting sur la région, enfin en décor naturel, si je puis dire. Donc c'était une visite de repérage pour pouvoir après faire le shooting photo, et donc voilà, il y avait un but, et du coup tout le monde a bien apprécié. Maintenant, effectivement, les adhérents eux-mêmes, entre eux, vont faire la visite ou la balade autour de l'abbaye de Saint-Michel. Pour le cinéma. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain. Moi, je suis au GEM depuis le juillet 2021. Oui, 2021. Moi, j'aime faire des sorties culturelles, de théâtre. Et récemment, nous avons fait un court-métrage, un film burlesque comique qui se déroulait dans les communes de la Vénois. Donc voilà. j'ai participé à ce
ce tournage. Et Alors, juste pour info, justement, par rapport à ce tournage, je vais vous mettre en lien juste après dans le chat le lien où vous pouvez retrouver justement ces mini vidéos où les adhérents du GEM ont figuré, si je ne me trompe pas, voilà, sur ces vidéos. Alors, ce qui était intéressant effectivement dans le projet, c'est que chacun pouvait participer au ciné-roulotte selon ses envies et ses… Voilà, donc il y avait des gens qui effectivement faisaient de la figuration, il y en a d'autres qui avaient du texte, et chacun à son rythme pouvait un petit peu profiter de l'expérience du ciné-roulotte. L'expérience de, voilà. de personnes. Voilà. Et là, effectivement, on voit Alain en pleine figuration. Donc, vous avez vu un petit peu le tournage, l'envers du décor. Voilà. Oui. Alors ensuite, ici, le concert de rock. C'est fini? Alors, le concert de rock, là, c'était effectivement dans le cadre le théâtre de Fourmies et la mairie de Fourmies. C'était les découvertes du patrimoine. Ils avaient proposé un concert de rock l'après-midi qui allait des années 60 aux années 2010. Donc, avec un concert et puis avec une exposition autour de Andy Warhol et tout ce qui est pochette de disques façon pop art. Voilà. Et il y avait le théâtre. Alors là, donc Aurore, notre secrétaire, là, qui là, avait repéré effectivement une sortie théâtre proposée par le Centre socioculturel, qui était un petit peu donc l'atelier de réinsertion sur le centre de Fourmies, proposait un petit peu un débriefing sur le confinement. Et donc, Aurore, notre secrétaire, la secrétaire du GEM, nous avait proposé de pouvoir s'y inscrire. Et donc, du coup, elle a pris les billets pour tout le monde. Et puis, la sortie s'est organisée grâce à Aurore. Et voilà, en tant qu'actrice de la culture, voilà, on est en plein dedans. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez venir sur les viennoiseries? Oui, moi, je vais continuer. Les lundis, nous avons des réunions. On met en place des projets qu'on peut faire sur un mois avec les adhérents à Vautier-Mavé. Puis après, nous allons bientôt faire comment on appelle ça? C'est pas de comédie, genre de comédie musicale qui va se dérouler de la part de M. Damien, qui va se dérouler dans l'Avesnois. Un adhérent. Et l'adhérent, j'espère d'y participer aussi. Voilà, en fait, là, c'est vrai que l'idée est venue d'un adhérent par rapport aux Avesnoiseries. Il y avait un adhérent qui effectivement faisait partie des Avesnoiseries et qui a annoncé au niveau de la Réunion le projet des Avesnoiseries. Et puis après, ça a été partagé par une partie des adhérents et vous avez voulu vous joindre au projet avec Damien. C'est comme ça que vous êtes arrivé dans l'aventure du ciné-roulotte. Et là, ça se reconduit. Là, on voit en bas une réunion pour proposer le prochain spectacle et organiser un petit peu les enregistrements de voix, les courts-métrages, les sites, pour valoriser le patrimoine avesnois. Super. Donc ça, je vous le repartage juste après comme convenu. Alors ici, la maison du bocage à Saint-du-Nord. C'est Céline qui avait vu, Céline qui était allée. Donc c'est une expo photo, c'est ça? Voilà, il y a une exposition photo d'art naïf avec des portraits. Et puis ce qui est intéressant effectivement dans ce musée, c'est qu'il y a tout un parcours sensoriel
Donc voilà, le parcours a été fait. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a l'exposition de portraits qui nous a amenés, en fait, hein, on le dira après avec une adhérente, à l'art naïf. Mais ça, c'est un préambule. Ok. Un petit spoiler alert. Voilà. Alors, allez, peut-être Sonia, tu peux peut-être en parler du festival international quand on a fait le festival de la marionnette. La marionnette, je trouve que je me représente, hein, je m'appelle Sonia, j'ai 44 ans. Je suis récemment venue au GEM depuis quelques mois. Je trouve que les animations auxquelles le GEM apporte beaucoup de choses. Et ça, c'était super sympa, les diverses choses amusantes. Et, en même temps, un peu d'humour et puis l'esprit un peu aussi enfantin qui rappelle un petit peu les choses si j'ai envie de dire, hein, le monsieur, il rappelle un petit peu l'école de classe, etc. Ça fait, c'est pas mal d'animations auxquelles on peut se rendre issu dans la journée aussi bien que le soir. Et c'est super sympa. Puis vous aviez rencontré le GEM de Maubeuge, en fait. Hein. On avait fait un intergem. Donc il y avait Maubeuge qui s'était joint à nous. Et voilà. On a fait une sortie tous ensemble. C'était une sortie vraiment de groupe appropriée un petit peu à tout ça. Et puis, il y avait un petit peu tout. On pouvait se restaurer, etc. Ça a changé un petit peu du contexte d'esprit de tout ça, quoi. Sur les murs. Alors ici, le château de Trélon. Vous allez nous faire découvrir toute la richesse de la Vénois. Patrimoine avenois. Là, c'était effectivement hein, le château Trélon. En fait, l'idée, c'était de... Alors, pareil, hein, ils travaillent aussi sur l'inclusion. Ouais. Et ils avaient fait Downtown Abbey, Downtown Terlon, pour le coup. Et donc, du coup, c'était une visite interactive où on mettait effectivement les adhérents au cœur d'un recrutement de postes du petit personnel pour le château Trélon, quoi. Donc, on a pu faire toute la visite ensemble. Hein. Valérie avait postulé pour le poste de cantinière à l'époque. Hein, qu'est-ce que tu en as pensé de cette sortie? Hein, les conditions n'étaient pas idéales au niveau. Non. Comment qu'ils vivaient, c'est pas que ça. L'exploitation, voilà. Donc, c'était intéressant de voir de l'intérieur un petit peu la vie du petit personnel à l'époque et les conditions de vie. Oui. Donc, voilà. Alors ici, le festival du Vieux-Condé. Ça, c'est le festival du Boulon. Ah, ouais. On était partis avec des adhérents pour aller visiter c'était un spectacle avec des personnes. Et puis il y avait des artistes, il y avait trapézistes. Oui, vous aviez des l'accordéon. Et après, il y avait des personnes qui étaient perchées en haut d'un truc, là. Puis racontaient leur truc, leur vie. C'était bien. Ça peut me permettre aussi de dire aussi que il y avait un petit peu tout, quoi, parce qu'on parle aussi au niveau artistique, au niveau aussi des tableaux qui sont accrochés au mur, etc. Donc on peut à la fois être façonné de dire regardez les tableaux et voir aussi un petit peu différents cours théâtrales représentés par diverses personnes, à la fois aussi dans l'athlétisme que dans l'écoute aussi. Et c'était aussi une sortie aussi pas mal. Et la dernière ici, alors, vous avez rencontré une superstar? Oui. Alors, racontez-nous. Alors, en fait, au niveau de cet artiste-là, il a exprimé un petit peu sa vie, un petit peu au niveau du regard de sa jeunesse, de ce qui a apparu au niveau de sa représentation à lui, ce qui pourrait lui représenter au cours de sa vie de chanteur. Et il a exprimé un petit peu tout ça, tous ces thèmes-là. Et après, sur scène, et puis il nous a mis tous en confiance, tous à l'aise. Et puis, on a tous chanté. C'était super. Et puis,
grâce au GEM, on a pu bénéficier de venir ce jour-là, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de mise en place. Et puis, bon, on a pu pouvoir aller justement ce jour, assister à ce jour-là. Tu as vraiment de la chance. Ce qui était intéressant, c'est que vous, en amont, le bureau avait rencontré donc, le théâtre de Maubeuge, avec qui vous avez signé une convention pour avoir des tarifs vraiment abordables. Il y avait tout un travail en amont par l'équipe du bureau pour présenter un petit peu le programme des festivités. Et après, vous avez sélectionné 3 types de spectacles. Donc, il y a un spectacle, vous aviez sélectionné le spectacle, un concert. Après, il y a eu un autre spectacle, c'était plus du théâtre burlesque un peu, sur les conditions de la femme, secret du gainage. C'est ça. Et le dernier spectacle qui va venir au mois d'avril, le 1er avril, c'est de la danse africaine. Voilà. C'était pour permettre un petit peu d'accès sur trois versants différents, la danse, la comédie et puis le chant. Quoi. C'était une volonté du bureau du GEM de pouvoir faire partager à l'ensemble. Voilà. Il faut se représenter. Non, mais explique un petit peu de toi. Moi, je suis venue au GEM parce que pour changer les idées et pour être moins stressée. Et je propose des activités à des adhérentes, comme la mosaïque, depuis 6 mois. Et j'ai découvert, grâce à Patricia, l'art naïve, la peinture naïve. Et j'adore ça. J'ai commencé par des reproductions, des reproductions, et maintenant je crée mes propres tableaux. Et j'aimerais, ça me détend, et j'aimerais monter une exposition sur fourmis. Très bien, beau projet. Voilà. Bravo. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Moi, c'est Bernard. Et moi aussi, au niveau de Dr Brosse. Moi, c'est que dès que je vois des informations, spectacles pouvant intéresser le GEM, je les propose pendant nos réunions adhérents. Nous votons et ensemble, on met en place le planning du mois de cette même réunion, suite à une sensibilisation du GEM. Dans le cadre d'Octobre Rose, je me suis rapproché du CSC d'Avesnes-sur-Helpe afin que les adhérents puissent participer au ciné-débat sur le film avec Mathieu Kozowitz et Florence Foresti et du film de Plus belle. La sortie était très appréciée et la sensibilisation par le biais de la culture cinématographique tant que niveau des hommes que les femmes a fait son chemin. Ça, c'est vraiment la culture au service de la santé. C'est intéressant, c'est effectivement d'amener les adhérents. C'est toi qui as amené l'idée, tiens, j'ai vu quelque chose du niveau du centre socioculturel sur Avesnes, tu as ramené le flyer, on avait discuté ensemble, et après, vous vous êtes inscrits, et puis après, on a pu aller voir, et puis voir le film, mais surtout participer au ciné-débat. C'était intéressant parce que c'était proposé par toi, et c'est vous qui amenez un petit peu les idées, et c'est ça qui est intéressant dans l'organisation des plannings, à chaque fois, dans le côté acteur de la culture. Voilà. Très bien, merci. Alors, j'ai vu juste une personne dire que vous avez de très belles idées, de beaux projets. Moi, j'avais peut-être une première question, c'est finalement, vous, personnellement, la culture, ça vous procure quoi quand vous allez en exposition, voir des concerts, faire figurant, etc. Qu'est-ce que ça vous procure? Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements de la vie courante, quotidienne, j'ai envie de dire, et pas mal d'informations qui pourraient paraître un petit peu de se sentir bien dans sa peau, et puis ça change complètement. Prendre confiance en soi.
et puis aller de l'avant. Savoir beaucoup de choses, c'est toujours intéressant de se cultiver. Et donc moi, la moindre petite chose, je prends et voilà, et comme ça, ça va me monter encore plus haut et peut-être un jour me sortir du stress, quoi. Voilà, mais sans quoi c'est très intéressant et Donc le GEM permet tout ça. Je voyais là dans les questions-réponses, vive les GEM. Il y a les supporters là derrière l'écran. Donc en tout cas, ça vous apporte beaucoup d'émotions, ça vous apporte beaucoup de choses. Vous apprenez aussi beaucoup de choses. Ça rompt l'isolement. Voilà aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a justement un petit peu tout, un petit peu pour tout le monde approprié pour différentes personnalités confondues, parce que chacun est facteur de sa personne à même, à vouloir les choses, et puis c'est un petit peu pour tout le monde, quoi. Et en même temps, se rend bien comment on peut dire, bien dans ses bottes. Et on peut savoir aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas, aussi par Patricia, hein, comme un petit peu mieux dormir aussi, elle nous donne quelques conseils. Bon, parce que comme on est moi, personnellement, comme je suis quelqu'un d'hyper stressé, donc j'avais du mal à dormir, parce que tellement je vais dire ça, je ruminais. Et puis, elle m'a dit de prendre les choses positives et enlever les choses négatives. Donc, depuis 2 ans que j'ai fait ça, je dors bien. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, je vais le redire, le moins de petites choses, je prends. Et hop, comme ça. Mais je suis, depuis tant que je suis venue au GEM, je me sens mieux. Donc pourquoi c'est comme une deuxième famille. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. En tout cas, c'est comme une famille. Le GEM brise l'isolement. Et moi, donc, je voulais, comme on parle de diverses choses et qui, au niveau de culture de un petit peu tout le monde, moi, je tiens pour me présenter. Donc, moi, c'est Sonia, je suis là depuis quelques mois. Et moi, le thème, parce que chacun parle à chacun à sa façon, moi, le thème qui m'a plus touchée, c'est au niveau d'Octobre Rose, donc avec le film avec Florence Foresti. Et d'ailleurs, au niveau de ça, ce qui est bien, c'est que on peut, c'est des dames qui se sont investies pour justement avoir le ruban rose et que ce facteur-là du cancer puisse voir dans l'éventualité pour voir ce cas-là pour tout le monde. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu bénéficier de voir pour aller faire une mammographie. Et toute personne, je veux dire, a différentes vies différentes que moi, j'ai moi-même des enfants et que j'aurais pas forcément été et que c'est bénéfique quand même pour moi, sachant que là-bas, on fait des choses différentes comme la palpation du sein, etc. Et il faut savoir aussi que c'est pas que pour la femme, ça concerne aussi pour l'homme. Okay. Donc, c'est pas mal de choses aussi qu'on fait, comme je le disais tout à l'heure, au sein du GEM avec différentes choses et aussi en facteur de santé, donc qu'on peut en bénéficier. Très bien. Alors, je vois le temps tourner. Je suis désolée. Je vois le temps tourner et ça tourne. Alors, je vous remercie. Je sais que vous allez rester juste en place le temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le temps qu'on accueille Monsieur Hervé Jo. Si Monsieur Jo, vous pouvez activer votre caméra, votre micro. Alors, juste une dernière question. Pouvons-nous nous mettre en contact au sujet de la convention de partenariat que vous avez réussi à mettre en place avec le théâtre? Les adhérents du GEM, la pause, donc à Roubaix, ont soulevé le souhait dernièrement de participer à divers spectacles, mais le prix affiché ne les invite pas à y aller. Donc, si vous pouvez juste vous mettre en lien, pas de souci. A priori, c'est d'accord. Je les contacte. Donc, un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Je vais présenter maintenant Monsieur Jo, qui est agent administratif et enseignant vacataire dans une université.
les troubles psychiques sont venus bousculer son quotidien il y a quelques années maintenant. Il a décidé d'en écrire une autofiction. Donc Hervé, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter et puis voilà, dire ce que vous avez à nous en dire au sujet de la culture et de cet ouvrage écrit. Oui, bonjour à tous et toutes. Oui, je m'appelle en effet Hervé Jo. Je travaille à l'Université du Mans, où je suis agent administratif à la direction des affaires financières. Et je suis aussi vacataire puisque j'enseigne la communication écrite et numérique dans la même université. Voilà, l'an dernier, écoutez, j'ai écrit et publié ce livre. Ce livre, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, voilà, il apparaît, c'est L'homme des brouillards, on ne voit pas très très bien. L'homme des brouillards, c'est quoi ce livre? Eh bien, c'est un livre sur le handicap psychique au travail. Donc, j'ai voulu absolument écrire ce livre. Pourquoi? Parce que pendant de longues années, je travaillais. Voilà, j'étais agent administratif. Et eh bien, écoutez, je ne parlais jamais de ma maladie psychique à mon employeur, jamais. Et puis, en décembre 2016, voilà, j'ai été convoqué par la direction des ressources humaines et le DRH m'a dit, voilà, monsieur Jo, écoutez, vous allez changer de bureau parce que voilà, vos collègues vous trouvent bizarre, elles trouvent que vous avez un comportement suspect. Donc voilà, le lendemain, j'ai fait face à mes collègues de travail avec la responsable du pôle qualité de vie au travail. Et ce jour-là, eh bien, j'ai dévoilé ma maladie. J'ai joué carte sur table. J'ai dit, voilà, écoutez, j'ai un handicap psychique, hein, j'ai une maladie psychique. Tous les jours, je prends des médicaments qui sont à base de sédatifs. Donc, je les prends matin et soir. Voilà. Et donc, forcément, dans la journée, eh bien, écoutez, j'ai un comportement qui peut paraître un peu suspect. Parfois, j'ai l'air trop poli, parfois mal poli, parfois je suis à l'ouest, comme on dit. Et voilà, parfois, je suis un petit peu à l'écart, ou je suis timide, ou parfois, je suis un peu trop extraverti. Et mes collègues de travail, eh bien, je les ai sentis en très grosse difficulté pour pouvoir en parler, parce qu'elles ne savaient pas du tout que ce genre de maladie existait, et surtout, elles ne savaient pas comment réagir face à ce genre de collègues de travail. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut absolument en parler. C'est un sujet très tabou, ça ne se voit pas, un handicap psychique ne se voit pas du tout. On ne peut pas vraiment le deviner. Et je me suis rendu compte qu'en expliquant clairement ce qu'on avait, eh bien, finalement, les collègues commençaient à mieux comprendre et se disaient, ah, d'accord, on a compris pourquoi il a tel ou tel comportement. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose de concret, il faut écrire un livre là-dessus. Et j'ai voulu écrire ce livre, L'homme des brouillards. C'est l'histoire donc d'un jeune homme. C'est une autofiction, puisque c'est une autofiction qui se passe sur Angers. J'ai jamais travaillé à Angers du tout. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive dans le monde du travail. Il a un handicap psychique, il est schizophrène. Et voilà, il va rencontrer des difficultés à trouver du travail. Il va rencontrer des difficultés surtout à se maintenir dans ses différents emplois. Et face à ce handicap, eh bien, écoutez, il va vraiment être en grande difficulté. Finalement, il va réussir au bout d'un moment, en se soignant un peu mieux, à retrouver un autre emploi dans une entreprise de travaux publics. Il est géomètre, il est ingénieur géomètre d'ailleurs. Et voilà. Et là, le jour où il commence à parler de son handicap à son DRH, tout s'enraye. Finalement, le handicap est mal compris, il est mal perçu. Et donc, ce jeune homme eh bien, va se retrouver en très grosse difficulté voilà, pour sauvegarder son emploi. Il fait face à des gens qui ne comprennent pas le handicap psychique parce qu'on ne leur a jamais expliqué ce que ça voulait dire, ce que c'est. Face à des gens qui sont très maladroits, donc il va réussir finalement à s'imposer, il va réussir à se battre et à sauvegarder son emploi. Et voilà, et donc cette histoire, c'est un peu mon histoire finalement, puisque j'ai aussi rencontré des difficultés à me maintenir dans mes différents emplois. J'ai rencontré des difficultés face aux collègues qui ne comprenaient pas ma manière de me comporter. Et j'ai voulu absolument pas parler, justement, par écrit de ce livre. Évidemment, écrire. Alors, écrire, pourquoi écrire? C'est aussi une thérapie, l'écriture. Lire, on a dit que voilà, lire, ça faisait diminuer le stress. Mais écrire, finalement, ben, c'est bien mieux, puisque ça permet de diminuer encore plus le stress. Et surtout, ça permet d'évacuer ce qu'on a à l'esprit. Et donc, finalement, après, on va beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte justement que quand on écrivait et quand par exemple, on détruisait une lettre fictive qu'on écrit à quelqu'un qu'on n'aime pas, eh bien, finalement, après, on se sent bien mieux. Parce que le fait d'évacuer, le fait d'écrire, c'est une thérapie. Une thérapie, comme le travail aussi est une thérapie, la culture est une thérapie.
lire est une thérapie, écrire est une thérapie. Je crois que ça, c'est très important à retenir. Et donc, voilà, donc j'ai voulu absolument parler de cet handicap sans vouloir me venger, sans vouloir balancer, comme on dit. Voilà, mon objectif n'est pas du tout de me venger. Au contraire, mon objectif, c'est voilà, de- d'aller beaucoup mieux avec les autres, d'aller beaucoup mieux avec moi-même. Et puis, voilà, surtout que les personnes qui ont un handicap psychique et qui travaillent, eh bien, puissent avoir de meilleures conditions de travail. C'est ça aussi l'objectif. Voilà, donc voilà ma démarche en tout cas. Et voilà, je voulais dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité au handicap. On peut avoir un handicap et travailler, la preuve. Hein, moi-même, j'ai un handicap psychique et pourtant, eh bien, je cumule deux missions, donc agent administratif et enseignant vacataire en français et communication numérique. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors oui, je vois là déjà un remerciement pour votre témoignage porteur d'espoir. Donc merci en effet Hervé pour ce témoignage. Alors moi j'ai peut-être une première question, on en avait échangé par téléphone, c'est pourquoi pas une biographie, mais moi je connais déjà la réponse du pourquoi. Pourquoi? Je n'ai pas voulu que ça soit une autobiographie parce que d'abord, je ne vais pas raconter toute ma vie. Et puis, je voulais prendre les distances vis-à-vis de mes anciens employeurs. Je voulais créer des entreprises où je n'ai jamais mis les pieds. Par exemple, je n'ai jamais travaillé à Angers. L'histoire se passe principalement à Angers. Je n'ai jamais travaillé à Angers. J'ai voulu inventer des entreprises où je n'ai jamais mis les pieds pour pouvoir avoir plus de liberté d'écriture et pouvoir inventer aussi des faits qui auraient pu m'arriver, mais qui ne me sont pas arrivés. Ça permettait d'avoir plus de liberté et surtout de ne pas me prendre la tête avec mes anciens employeurs. Alors après, j'ai une question, mais bien sûr, le chat reste ouvert. N'hésitez pas si vous avez des questions à Monsieur Jo. C'est qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que c'est un deuxième ouvrage? Est-ce que c'est d'autres projets? Dites-nous. Alors la suite, c'est si l'épidémie veut bien se calmer 2 minutes, la suite, ce serait de faire des conférences avec devant plein de gens qui viendraient m'écouter, voilà, si c'est possible, évidemment. Alors, il y a des visioconférences actuellement, comme là, ici. Néanmoins, je suis en contact avec différents prestataires qui eux aussi font des conférences dans ce domaine-là et qui me proposent d'intervenir avec eux pour commencer. On verra ça évidemment durant le printemps prochain, en espérant que cet hiver, l'épidémie puisse se calmer, qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Et puis voilà, je continue à écrire évidemment. D'autres ouvrages sont en projet et pour le moment, je suis en cours d'écriture de différents ouvrages, en effet. Très bien. Alors, j'ai encore une question là qui me vient, puisque… voilà, il y a aussi une autre question qui vient. Avez-vous participé à des ateliers d'écriture pour vous donner l'idée d'écrire un livre? Quel a été le déclic pour écrire? Eh bien, en effet, je voulais écrire un livre, un roman, une autofiction, mais je ne savais pas comment faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai assisté à plusieurs ateliers d'écriture en présentiel à Angers, avec un écrivain voilà, qui anime des stages d'écriture. Et ça m'a permis de comprendre comment créer un roman, comment faire un plan, comment créer des personnages, voilà, comment planter le décor, tout simplement. Voilà, et donc j'ai suivi plusieurs ateliers d'écriture comme ça, et ça m'a permis de me décoincer et de ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Donc en effet, j'ai bien assisté à des ateliers d'écriture, et ça m'a permis vraiment de me décoincer complètement et de pouvoir partir à écrire un livre. Très bien. Merci. Et donc, ma question, oui, c'était finalement en quoi… c'était surtout pour mettre le parallèle entre l'écriture de livres et la culture. Comment vous faites finalement ce parallèle entre l'ouvrage écrit et puis la culture de manière générale? Écoutez, lire déjà, c'est de se cultiver, mais écrire, c'est se cultiver peut-être encore plus parce qu'on est obligé de faire des recherches. Si on veut écrire un roman, par exemple, on est obligé de faire des recherches et on se cultive énormément parce qu'on apprend énormément de choses qu'on ne savait pas auparavant. Par exemple, actuellement, je fais des recherches voilà, sur ce qui s'est passé dans les années 40 parce que je suis en cours d'écriture d'un roman historique qui se passe dans les années 40, mais je ne sais pas comment vivaient les gens à cette époque. Moi, je n'ai pas connu toute cette époque. Et donc, je suis amené à me documenter, lire des livres ou alors rencontrer des gens qui ont vécu à cette époque-là. Et on apprend énormément de choses. On se cultive énormément. Et donc, le fait d'écrire nous oblige à nous documenter et donc à nous cultiver.
Tout à fait. C'est sans doute aussi là le mot de la fin. Je ne vois pas d'autres questions, Hervé. Est-ce que Merci. vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, rien de plus. Je pense que j'ai passé mon message d'espoir. C'est celui de quand on a un handicap, peu importe le handicap, on peut travailler, on peut faire quelque chose de sa vie. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. En tout cas, un grand merci. Et Merci à moi, vous. je pense que là, mes collègues autour de moi vous souhaitent aussi de très belles choses pour la suite. Et puis, au plaisir de vous rencontrer en chair et en os, peut-être au cours d'une conférence ou autre. Bien sûr, Voilà. ça sera super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Vous pouvez rester avec nous également. Et puis, je vais demander à Jérémy s'il souhaite bien ouvrir sa caméra, ouvrir son micro. Merci, Jérémy. Donc, Bonjour à toutes et tous. voilà, donc Jérémy Diver, donc cadres sociaux culturels au foyer de vie Le Château Blanc de Flixecourt. Donc en effet, là, nous arrivons déjà à la dernière partie de notre webinaire et nous proposons donc maintenant de nous intéresser aux porteurs de projets et aux initiatives en région. Je n'en dis pas plus, je laisse Monsieur Diver se présenter l'offre culturelle donc, du foyer de vie Le Château Blanc à Flixecourt. Et donc, Flixecourt, c'est une petite commune dans la Somme. Absolument, merci Marine. Déjà, merci à tous de m'accueillir et d'accueillir par ma voix le Château Blanc. Voilà, c'est toujours un réel plaisir aussi de travailler avec le CREPSI. Alors, pour resituer un petit peu, effectivement, donc moi, je suis cadre socio-culturel dans un foyer de vie. C'est un peu spécifique comme poste, j'en connais pas d'autres, ça existe sûrement ailleurs, mais là, comme ça ne me vient pas. Du coup, alors j'allais dire spécifique au regard du projet d'établissement. Le projet d'établissement, donc c'est celui d'un foyer de vie qui accueille 52 personnes en situation de handicap psychique. Voilà, donc on est situé à Flixecourt, comme le disait Marine. Donc c'est une petite ville qui est située à une vingtaine de kilomètres d'Amiens et à 30 kilomètres d'Abbeville. Quand dire géographiquement que c'est un peu une enclave et de manière très symbolique, on est dans une cuve. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose à en comprendre, si ce n'est qu'on est un peu à distance, j'allais dire, en tout cas d'un catalogue culturel qui est celui de la ville d'Amiens ou de celui de la ville d'Abbeville. Le projet d'établissement, il est vraiment centré autour des spécificités des troubles dont souffrent les personnes qu'on accueille. Voilà. Et puis, il a pour intérêt de la participation citoyenne en son sein, déjà, mais aussi dans la cité. Voilà. Donc, tout l'intérêt du projet, c'est vraiment de susciter du désir chez les personnes qu'on accueille, qui parfois peuvent avoir, j'allais dire, le sentiment d'être un peu envahi peut-être par l'extérieur, qui n'ont pas forcément envie d'ailleurs de rencontrer l'extérieur. Et le projet du château, le projet du foyer, il s'accentue vraiment autour de comment se dynamiser, comment se mobiliser vraiment autour d'actions culturelles. Alors, pour essayer de vous décrire un petit peu l'établissement, on dispose à la fois d'un bâtiment qui est dévolu à l'hébergement des gens, qui ressemble un petit peu à un hôtel. Et puis, on a un château. Ça paraît très luxueux de le dire comme ça, mais c'est vrai, on dispose d'un château, donc, qui est une ancienne bâtisse de la famille Saint, qui étaient des gros industriels implantés sur le secteur. Voilà, le château, il a une histoire un petit peu particulière. Ça a toujours été une alternative à la psychiatrie pour des gens, à un moment, j'allais dire, pour une faute de place dans le secteur et dans les hôpitaux psychiatriques du département. Et il a fonctionné jusqu'en 99 un peu comme une pension de famille. C'est-à-dire où il y a toujours eu cette dynamique un peu de participation très investie des personnes qui y vivaient. Puis il y aura une fusion-absorption avec l'ADAPI 80, puisqu'on est un établissement de l'ADAPI 80, de cette grosse association départementale.
au début des années 2000. Il y a un incendie qui va venir bouleverser un petit peu l'histoire de cet établissement en 2005. Et donc, dès 2005, il y aura une délocalisation des habitants et puis des professionnels et un projet de reconstruction tout de suite avec cette idée forte de se dire que le bâtiment devait être détaché un petit peu de sa vocation simplement d'hébergement, mais qui pouvait être complètement un outil pour la pratique dans un projet. Et donc, va naître ce projet autour de l'art et la culture. Donc, pour les collègues du CREPSI qui ont pu déjà venir nous rencontrer, effectivement, on dispose de différents espaces dans ce château, d'une salle de spectacle qui peut contenir une bonne centaine de personnes, voilà, différents espaces dédiés vraiment à l'art, donc des espaces d'exposition, un atelier qui est lui plutôt dédié à l'accueil d'artistes en résidence et d'un appartement aussi, puisque du coup on organise et on accueille régulièrement des résidences artistiques. Tout ce projet, il a vraiment pour intérêt de créer de la rencontre. Encore une fois, de susciter du désir, à la fois des gens, des résidents qui y vivent, mais aussi des gens qui viennent nous rencontrer. Donc, c'est un foyer de vie qui a pour particularité d'avoir une grille. Et je rejoins ce que disait le monsieur juste avant moi. Si la pandémie nous laissait un peu la paix, effectivement, le principe de la grille du château, c'est qu'elle est toujours ouverte. C'est un peu plus compliqué avec le contexte sanitaire actuellement, mais le principe est celui-ci, c'est-à-dire un établissement vraiment ouvert sur l'extérieur avec une grande fluidité dans les gens qui entrent et qui sortent. Ça vaut pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais également, c'est aussi une politique et une manière d'accompagner les résidents. Les résidents ont complètement la possibilité de sortir quand ils le souhaitent, quand ils le désirent. Voilà, la consigne, c'est juste de prévenir les gens puisque c'est leur lieu de résidence. Voilà. Mais un projet donc, du coup, qui a vocation à faire venir un petit peu les gens de l'extérieur et l'outil qu'on a trouvé pertinent, les outils sont l'art et la culture. Donc, au sein de ce château, vont très régulièrement se dérouler des expositions d'art, de photos, voilà, des résidences artistiques, qu'elles soient musicales, qu'elles soient… on a accueilli des peintres, on a accueilli des photographes, voilà, qui viennent plutôt dans une démarche de recherche et de travail, mais aussi un nombre, alors c'est 5 par an, mais un nombre de représentations culturelles, plutôt musicales, voilà, qui ont vocation à faire venir le public à l'intérieur des murs. Ces manifestations-là, elles sont co-construites en permanence avec les résidents, c'est-à-dire qu'on va travailler autour de chacune de ces manifestations, bien en amont, autour de la communication, avec l'édition de flyers. On fait appel à un infographiste professionnel. Le but du jeu, si vous voulez, c'est vraiment de se dire on va proposer une soirée vraiment professionnelle. On ne fait pas d'art-thérapie. On fait pas de… Voilà, c'est pas du tout le positionnement de l'établissement. Par contre, chaque événement culturel est co-construit, co-animé, co-organisé avec les résidents. Donc, si vous avez l'occasion, et je vous y invite, on a une prochaine soirée d'ailleurs le 10 décembre prochain, ça c'est le côté publicitaire hein, qui revient malgré moi. On a une prochaine… voilà. Les résidents ont assumé la communication autour de cet événement. Ils vous accueillent dès l'entrée. Il s'occupe du vestiaire, il s'occupe du montage de la scène avec un ingénieur du son, il s'occupe de l'accueil des artistes, il gère aussi le service durant la soirée, donc le montage, le démontage. La soirée nous occupe du coup en amont, hein, puisqu'il faut communiquer autour de celle-ci et vraiment comme n'importe quel événement culturel, j'ai envie de dire. Et puis jusqu'au démontage et à l'évaluation. Voilà, on met un point très important aussi à ce que chacun des participants, qu'il soit éducateur, résident, voilà, puisse faire une évaluation un petit peu de ce qu'on pourrait améliorer, de comment il s'est senti. Voilà. Donc, il y a toujours à destination des professionnels, j'allais dire une première évaluation un peu sur la clinique éducative, voilà, parce que ça doit venir servir le projet des résidents, bien évidemment.
c'est un levier qui permet la rencontre. Alors, est-ce que ça a été adapté? Est-ce que les gens se sont sentis bien, suffisamment en sécurité? Voilà. Est-ce que ça n'a pas été trop long? Voilà, on sait que parfois, tenir 4-5 heures sur un poste particulier, ça peut être aussi fatigant. Et puis, il y a, voilà, donc ça, c'est ce qui nous concerne en tant que professionnels de l'éducation spéciale, je vais le dire comme ça. Et puis, il y a aussi toute la partie, j'allais dire, pratico-pratique, hein, où les résidents viennent évaluer si jamais on a été efficace, les choses étaient installées à leur place, si on a été bon dans l'accueil du public, comment on aurait pu améliorer les choses. Voilà. Mais le but du jeu, si c'en est un, en tout cas, c'est vraiment que chacun puisse être acteur, finalement, de sa place à quelque chose. Il serait un peu utopiste aussi de penser que chacun peut participer, j'allais dire, à l'organisation pratico-pratique. Ces événements-là ont aussi cet intérêt à un moment de venir proposer dans un lieu sécurisé, j'allais dire, de rencontrer des gens. Voilà, moi, j'ai en tête, pour essayer de vous donner un exemple concret, un monsieur pour qui le contact avec le monde extérieur peut être encore parfois un peu très envahissant. Et voilà, donc il a sa vie au château parce que c'est un espace contenant et rassurant. Mais aller à l'extérieur, ça peut lui être parfois souffrant et quelque peu difficile. Et ces événements-là lui permettent de rencontrer des gens du milieu ordinaire. On va se considérer, nous, comme un milieu assez extraordinaire, finalement. Mais en tout cas, voilà, de rencontrer des gens du milieu ordinaire sans pour autant se sentir envahi de suite, sans pour autant voilà, souffrir d'une présence extérieure. Et voilà, c'est aussi ça, participer finalement à un événement de sa place, c'est parfois pouvoir passer une heure avec des gens où ça n'aurait pas été possible ailleurs. Dans ce qui est vraiment de la participation artistique, ce qu'on se dit, c'est que ça doit partir à tout à chacun. Alors, il y a des ateliers éducatifs au Château Blanc. Hein, voilà, il y a un atelier d'écriture qui est assez récurrent et parce que c'est un espace de parole important pour les résidents. Mais j'ai envie de dire, accueillir des artistes, parfois, ça peut susciter aussi l'envie de, je ne sais pas, faire de la musique, faire du théâtre. Et dans cette dynamique-là, nous, on invite les gens vraiment à aller s'inscrire pleinement dans, par exemple, le club de théâtre, sur un club de théâtre, une troupe de théâtre sur Amiens, un club de lecture dans Flixecourt. Voilà, mais le but du jeu, c'est de vraiment pas vivre en vase clos ou en autosuffisance, mais plutôt, encore une fois, de susciter, d'impulser le désir chez l'autre. C'est un peu la politique vraiment de l'établissement. On essaie, hein, voilà, de manière très humble, hein, mais on essaie de se penser de plus en plus comme un lieu, alors certes de médico-social, mais surtout aujourd'hui comme un lieu culturel. On sait qu'on a une offre culturelle finalement qui commence à compter sur le territoire. Voilà, nos partenaires sont à la fois sont divers et variés, mais sont aussi la ville de Flixecourt avec qui on a grand plaisir à travailler, mais aussi le service culturel de la communauté de communes, voilà, qui compte aussi maintenant sur la programmation, qui se veut éclectique. Voilà, on peut à la fois proposer un one-man show comique au sein de la ville, comme un concert de flamenco, de jazz ou quelque chose de plus contemporain sur les cultures urbaines, vraiment au sein du château. Voilà, j'allais dire le fil conducteur, en tout cas, ce qui nous anime, c'est toujours susciter, provoquer peut-être la rencontre et à la fois de rassurer sur ce que peut être l'extérieur pour les résidents qu'on accompagne et à la fois d'exstigmatiser un petit peu aussi le handicap psychique. Voilà, en montrant que les gens que nous on accueille ont évidemment plein de potentialités, plein de compétences, plein d'envies. Pour la petite histoire, effectivement, on a délocalisé il y a 2 ans, avant le début de la pandémie, dans la ville de Flixecourt, hein, dans la salle vraiment municipale, un spectacle où on était complet. Et j'allais dire les résidents qui ont une vie tout à fait citoyenne dans la ville de Flixecourt, mais qui, l'histoire faisant, peuvent être parfois un peu repérés comme les résidents du Château Blanc. Ce soir-là étaient serveurs, ouvreurs, aiguilleurs. Finalement, c'était eux qui indiquaient aux gens, voilà, ils offraient un service avec leurs compétences, j'allais dire, et puis toute leur citoyenneté, en fait. Hein, voilà. Donc, les résidents bénéficient toujours d'une rétribution pour
pour le travail qu'ils mènent. Voilà, on essaye vraiment de valoriser ça. Et puis j'allais dire, ils sont de plus en plus, j'allais dire, force de proposition, enfin, source d'ajustement. Voilà, voilà, le projet du Château Blanc, pardon, hein, se veut vraiment divers et varié, en tout cas dans l'emploi qu'il a de la culture. On pense vraiment la culture comme un outil et plutôt comme un objet de consommation. J'ai envie de dire, si un résident a envie de voir un concert, grand bien lui en face de solliciter l'équipe éducative, d'organiser une sortie et puis d'aller au Zénith ou je ne sais où d'ailleurs, à la Maison de la Culture, prendre un billet et d'y aller comme n'importe quel citoyen. Quand on est au château, quand la culture s'organise dans nos murs, les résidents sont quand même très, très souvent acteurs, porteurs de ces projets. C'est pour ça que je voulais aussi remettre un petit peu ça en évidence. Hein, c'est que, Marine, vous avez eu l'occasion de me présenter comme, ou en tout cas de m'inscrire dans les porteurs de projets. Je crois que c'est l'aventure, mais surtout le projet de toute une institution. Et donc, les porteurs de projets sont à la fois les résidents, les éducateurs et moi, peut-être plus dans un côté organisationnel un peu plus conventionnel. Mais voilà, je crois que c'est vraiment ce qui vient qualifier et déterminer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire au Château Blanc. Super, merci beaucoup Jérémy. Après, nous, on vous connaît très bien. On est venu déjà passer même 2 jours chez vous pour notamment l'enregistrement d'un podcast que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux. Jérémy, vous parliez tout à l'heure d'une prochaine soirée. Peut-être vous pouvez nous donner la date. Justement, c'est l'une des questions. Est-ce que vous avez un site internet pour suivre les événements organisés pour accueillir le public extérieur? Allez-y, c'est votre moment de promotion. Merci Marine. Alors, et vous faites bien de me le rappeler parce que du coup, je viens de me souvenir que je devais vous envoyer à la fois les liens et puis les flyers. Oui, donc on a une prochaine soirée autour d'un groupe folk irlandais qui vient donc le 10 décembre prochain. Voilà, c'est une soirée concert-repas où, encore une fois, les résidents sont au cœur du processus et d'organisation et de déroulement, mais aussi de démontage. Ça, c'est la partie peut-être un peu moins rigolote. Mais le samedi matin, il faut aussi bosser pour remettre les locaux praticables pour le quotidien. Effectivement. Est-ce que vous avez une page Facebook ou autre Bien que sûr. vous pouvez peut-être mettre dans l'onglet discussion pour les participants là au webinaire? Alors, je m'exécute de suite. C'est super. J'essaye de ne pas vous perdre en même temps. Oui, bien sûr, on est sur l'ensemble des réseaux sociaux. On essaye aussi de développer vraiment cette dimension culturelle hein, voilà, en professionnalisant de plus en plus ce qu'on propose. C'est tout l'intérêt. Le but du jeu, c'est aussi de donner envie aux gens de venir voir un concert de prime abord. Voilà, tout simplement. On vient parce que la programmation, elle nous intéresse. Et puis, on comprend assez vite qu'on est dans un endroit un peu particulier par son architecture déjà, puisque les locaux sont assez sympas. On va le dire comme ça. Ils sont même assez... voilà. Et puis la vie de l'institution et de l'établissement fait que très vite, on s'aperçoit qu'il y a une vie en dehors des spectacles. Et puis, en fait, nous, on a le sentiment d'avoir réussi une soirée quand les gens prennent conscience qu'ils sont dans un endroit peut-être un petit peu médico-social, avec d'autres vocations que simplement l'organisation d'événements culturels, et puis qui finissent par se demander un petit peu si les habitants sont là, s'il y a des éducateurs, des organisateurs, voilà, et à ce moment-là, on a le sentiment d'avoir vraiment réussi quelque chose, puisque très vite, en fait, les gens se moquent. L'intérêt ne se porte plus sur quelle étiquette a tel ou tel participant, mais plutôt sur le plaisir de se rencontrer autour d'une œuvre, d'un concert et du plaisir que ça peut procurer, ou parfois même du fait que le chanteur n'ait pas chanté les plus justement possible, mais ça arrive très rarement. On fait attention à la qualité de ce qu'on propose. Mais voilà, l'idée étant celle-ci quand même. Je m'exécute. Ça marche. De fait, je ne sais pas si dans les spectateurs, là, s'il y a d'autres questions.
En tout cas, bon, pour vous avoir vu à l'œuvre, en effet, de un, c'est un très beau château. De deux, en effet, la programmation est très sympa, le personnel et les personnes très, très accueillants. Donc, moi, j'ai qu'une envie, voilà, c'est de vous dire, allez-y et puis allez découvrir ce qu'ils font parce que, pour le coup, c'est varié, voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, voilà. En tout cas, merci Jérémy pour, Merci, Lily. voilà, pour cette intervention, pour l'après-midi et puis aussi pour tous les moments que l'on a déjà passés ensemble et qu'on passera encore. Et en tout cas, là, je vois que c'est génial ce que vous proposez. L'investissement des résidents est remarquable. Merci. En tout cas, là, très intéressant. Et en effet, je crois qu'il y a peu de structures médico-sociales dans les Hauts-de-France qui proposent ce type d'action. Et c'est vrai que, en tout cas, on en voit tous les bénéfices sur les personnes, auprès des professionnels aussi accompagnants. Enfin, voilà, en tout cas, c'est très riche. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, n'hésitez pas à voir dans le chat, il y a le Facebook du Château Blanc qui apparaît. Vous pouvez donc voir leur programmation et potentiellement les contacter si vous souhaitez les visiter. Voilà, je fais la promotion jusqu'au bout. Merci Marine, parfait. Vous l'avez même fait mieux que moi, je vous en remercie. Merci pour l'invitation, c'était un réel plaisir. Et puis c'est pareil, hein, je ne me suis pas trop prononcé avant, mais voilà, félicitations pour la qualité de l'ensemble des interventions. Voilà, et puis ça donne plein d'idées aussi sur les partenariats potentiels à mettre en œuvre et comment tout ça, à mon avis, a aussi d'intérêt si on se met en liaison et en co-élaboration des actions. Merci à tous. Merci beaucoup Jérémy, à très bientôt. Vous pouvez rester avec nous aussi. Bien sûr. Voilà, il y a encore une intervention. Donc maintenant, nous allons accueillir Sandrine Gog. Donc Sandrine, si tu peux, alors je ne sais plus si on se tutoie ou se vous voit, mais je vais employer le tutoiement. Si tu peux allumer le micro et voilà, la caméra, c'est parfait. Donc Sandrine, tu es coordinatrice du Conseil local en santé mentale de la ville de Dunkerque. Avec les partenaires, vous avez décidé donc de créer des émissions de radio, mais pas seulement. Donc Sandrine, c'est à toi. Je te laisse la parole et je mets… Ah bah, ça y est, voilà. C'est parfait, jusqu'au bout. C'est à toi. Alors, je coordonne le Conseil local de santé mentale de la ville de Dunkerque. Et dans ce cadre-là, parmi les axes de travail que nous avons définis, il y en avait un autour du repérage précoce de la souffrance psychique. Et dans ce cadre-là, est arrivé très vite le sujet de la famille et de transformation familiale, de l'impact sur la santé mentale, avec des groupes qui ont défini un peu les thématiques, les problématiques qui pouvaient ressortir. Et puis très vite, on s'est dit, en fait, ça serait intéressant de pouvoir peut-être aller regarder les représentations qu'il y a autour de ça, les freins, les leviers, peut-être des choses qu'on n'a pas encore explorées ou des choses qui peuvent impacter la santé mentale des uns des autres, aussi bien des enfants que des parents, que des grands-parents, et d'essayer de comprendre un peu comment tout ça se vit aujourd'hui en allant à la rencontre des individus et en utilisant un support artistique qui fait que du coup, on pourrait être dans un peu une transformation des représentations et essayer de découvrir ensemble peut-être et de constituer ensemble un nouveau langage autour de tout ça. Et donc, on a fait appel à une compagnie artistique qui s'appelle la compagnie HVDZ. Et donc, on a fait ce projet dans le cadre de la programmation politique de la ville, donc sur un quartier politique de la ville de Dunkerque, qui est le quartier du Banc Vert. Et donc, ce projet a consisté, l'événement en lui-même a consisté à une semaine de résidence de la troupe d'artistes qui sont allés à la rencontre des habitants, des collégiens, qui étaient en résidence sur le collège et sur le quartier. Ils sont allés recueillir des témoignages sur un peu le vécu, ce qui fait le bien-être, le mal-être au quotidien, sur c'est quoi la famille, comment elle a changé, comment elle a évolué, qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui. Et puis, donc, il y a eu les personnes du quartier, mais il y a aussi une intervention, il y a eu une rencontre de programmée avec le GEM à Touquerque, donc le GEM de Dunkerque, avec une femme d'envol dunkerquois et donc des mamans de personnes ayant des troubles psychiques qui sont venues témoigner de ce que c'était que d'être maman et d'être
vivre ça au quotidien. Et tout ça, ça s'est restitué sous forme de ce que la compagnie appelle un film-spectacle, qui a donné lieu à 2 représentations à la fin de la semaine de résidence. Voilà, donc ça a été un premier projet que du coup actuellement on est en train de partager. Donc on a fait un partage auprès des partenaires, on va faire un partage au maximum au niveau du quartier, des habitants, et puis essayer de le projeter plus largement, puisque ça permet vraiment d'avoir une vision tout autre de ce qu'on peut imaginer des quartiers politiques de la ville. C'est une vraie valorisation de ce quartier. Les personnes, les habitants des collégiens ont beaucoup, la majorité ont eu cette réaction. Mais en fait, il est beau notre quartier, il y a des belles choses qui se font. On ne le voit jamais comme ça, mais il est vraiment beau, il y a beaucoup de solidarité. Et donc, à l'intérieur, on a pu, en filigrane, dégager plein de thématiques qui sont en lien avec la santé mentale, avec la problématique qui nous intéressait, l'évolution de la famille. Et donc, aujourd'hui, on va aller chercher à tisser des liens avec ces fils qu'on va tirer. Et donc, l'idée, c'est d'approfondir. Maintenant, c'est les ficelles qu'on a pu tirer, qu'on est encore en train de tirer, parce qu'on n'a pas fini les projections dans le quartier. Et donc, de passer à la deuxième partie de notre projet, enfin, qui est un autre projet, du coup. Mais donc, l'idée, c'était de pouvoir faire des émissions radio pour approfondir les thématiques qui sont ressorties de ce portrait de famille. Et donc, on a fait une première émission sur les jeunes face au Covid, entre mal-être et résilience. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la crise sanitaire, en fait, le portrait de famille qui devait avoir lieu en 2020, il a été évidemment reporté. Et du coup, on a commencé les émissions radio avant d'avoir réalisé le portrait de famille. Donc, du coup, les problématiques choisies, ça a été plutôt celles qu'on a identifiées comme étant prioritaires pendant la crise. Donc, on a fait une sur donc les jeunes face au Covid, entre mal-être et résilience. Je descends. Donc là, vous voyez, là, c'était l'affiche pour le portrait de famille. Donc là, les émissions radio. Donc, une première, les jeunes face au Covid. Donc, vous pouvez cliquer, parce que si le PowerPoint est diffusé, en fait, j'ai mis les liens, donc on peut aller directement sur l'émission radio. Alors Sandrine casse tout, la baraque avec son projet Radio des familles, mais en tout cas, oui, pas de souci pour diffuser le PowerPoint à l'issue et puis mettre le lien vers la Radio des familles, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, on ne t'entend plus, Sandrine, il faut que tu réactives ton micro, voilà. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait les liens, et donc vous pourrez cliquer dessus pour ceux qui auront le PowerPoint, et donc vous tombez directement sur l'émission radio qui est en podcast, en écoute libre sur le site de Radio Rencontre. Voilà, donc une sur les jeunes face au Covid, une autre qu'on a fait sur les jeux, et comme allié de la santé mentale, avec le constat de dire, en fait, on parle beaucoup des facteurs de protection dans la prévention de la maladie psychique, mais il y a aussi beaucoup on parle beaucoup des facteurs de risque, mais il y a aussi des facteurs de prévention. Et notamment, donc, le jeu, c'est aussi un facteur protecteur. Et donc, on a fait toute une émission en allant interroger des jeunes, des partenaires. Et donc, chaque émission donne la parole à la fois aux habitants, où il y a donc un recueil de témoignages sur la thématique abordée. Il y a des interventions de professionnels qui apportent des éléments d'information, d'expertise sur le sujet traité. Et puis, une troisième partie qui amène vraiment plutôt les ressources du territoire en lien avec la thématique traitée. Et la prochaine, donc, qui a lieu le 7 décembre, le thème portera sur et si on écoutait nos aînés pour mieux construire ensemble. Donc là, c'est autour de l'isolement des seniors. Le constat que pendant la crise, il y a eu énormément de personnes, encore plus qu'à l'habituel, isolées, avec une forte intervention des professionnels pour compenser, qui eux-mêmes ont été bien souvent en difficulté face à cet accompagnement de situations très, très difficiles. Et donc, l'idée est aussi de savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, quelles initiatives sont mises en place.
il reste encore à mettre en place pour essayer de repenser le lien social entre les générations et prévenir de cet isolement des aînés. Voilà, donc il y aura des seniors d'interviewer, il y a des professionnels d'interviewer et jusqu'à des initiatives de bailleurs qui essayent de recréer l'habitat différemment, par exemple. Il y a plein d'interventions différentes. Et puis d'autres à venir qui vont donc, du coup être déterminées en fonction des thématiques qu'on est en train de tirer de ce portrait de famille. Donc il y en aura encore 2 ou 3 d'ailleurs à réaliser en 2022 avec les thématiques que j'ai mises là qui sont du coup ça, quelques thématiques qui sont sorties du portrait de famille mais qui ne seront pas forcément telles quelles les thématiques des émissions radio puisque tout ça, ça va se travailler en groupe de travail. Donc, trouver sa place en famille, vivre seul avec un parent, le temps où manque de temps en famille, vivre avec un proche atteint de troubles psychiques. Tout ça, c'est des pistes qu'on est en train d'explorer. Voilà. Sandrine, alors n'hésitez pas à réagir via l'onglet chat. Moi, j'avais une première question de comment travailles-tu avec le groupe d'entraide mutuelle donc, de la ville de Dunkerque et l'UNAFAM enfin, voilà, sur ces projets-là. Alors, avec le groupe d'entraide mutuelle, les deux, hein, ils ont toujours été associés depuis le départ aux 2 projets. En sachant que du coup, le projet Portrait de famille, c'est très très long puisque reporté, mais on a quand même maintenu des groupes de travail entre-temps. Et le GEM, je leur ai toujours dit que, même s'ils venaient pas aux réunions de travail ou qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils avaient leur place dans ce projet et que, quand bien même c'était sur un quartier politique de la ville auquel ils ne sont pas attachés, en fait, c'est pas du tout là où est basé le GEM, que bien sûr, ça faisait partie de la thématique avec la clause de fond. Hein. Tout à l'heure, les personnes du GEM disaient combien le GEM c'était une famille. C'est tout à fait ce qui est ressorti dans les témoignages du GEM à tout cœur, avec du coup des artistes qui sont allés dans les locaux du GEM là-bas, partager un repas et essayer un petit peu de montrer c'était quoi la convivialité au GEM, qu'est-ce qui faisait famille au GEM, et puis donc, des témoignages de la présidente du GEM, de l'animateur du GEM, voilà, et des scènes de vie qui se passent au GEM. Donc voilà, c'est pour le GEM. Pour l'UNAFAM, un petit peu pareil. Alors l'UNAFAM, on avait perdu un petit peu le contact pendant le confinement, puisqu'il y a eu au niveau et même après, ils ne sont pas revenus tout de suite dans les groupes de travail, mais on a maintenu un lien un petit peu en dehors par des appels un peu en dehors. Et pareil, en leur disant, mais vous avez votre place dans ce projet, et donc on adaptera en fonction de comment c'est possible. Et donc on a eu une rencontre avec ces mamans qui sont venues, qui ont été interviewées. Et ça fait partie des témoignages dans le portrait qui ont été vraiment beaucoup appréciés du public, des différentes projections qu'on a pu réaliser. Et c'est vrai que c'est très touchant. Donc maintenant, ça va être comment est-ce qu'on se resserre un peu de tout ça pour pouvoir faire des supports d'échange, de stigmatisation, parce que c'est vraiment, ça c'est pas de compétence. Merci. Alors, il y a le GEM La Pause qui doit nous quitter, mais qui remercie pour les interventions, témoignages de cet après-midi. Sandrine, j'ai peut-être une dernière question, en effet, s'il n'y en a plus ensuite dans le chat. C'est est-ce que les projets ont un impact sur le grand public? Et si oui, comment est-ce que vous avez déjà pu évaluer l'impact sur le grand public, notamment peut-être de la radio, etc., ou pas? Enfin, voilà. La radio, on a le retour qu'on a, c'est par rapport à Radio Rencontre, ils ont des stats à l'écoute des émissions. Donc c'est une Radio Rencontre, c'est une radio locale dunkerquoise, hein, avec une écoute du coup, qui est quand même très ciblée pour Dunkerquois. Mais néanmoins, eux, par rapport à l'audience habituelle, ça fait beaucoup plus d'audience que d'habitude. L'idée, c'est que sur une émission en temps normal, une cinquantaine d'auditeurs. Là, il y a eu jusqu'à plus de 400 personnes connectées pendant ces émissions, plus derrière, toutes les émissions ont été relayées sur les réseaux sociaux des partenaires.
Ils sont encore accessibles aujourd'hui sur le site de Radio Rencontre et sur le site de la ville de Dunkerque où il y a un onglet CLSM qui permet de se rediriger vers ces émissions. Donc, mesurer l'impact complètement de ces audiences, c'est pas évident à part les retours de Radio Rencontre sur l'audience en heure réelle, en temps réel. Après, justement, on va retravailler ces émissions radio pour en faire des formats plus courts, des formats peut-être plus thématiques. Et l'idée, c'est de pouvoir s'en resservir comme des supports d'échange dans des cafés santé ou dans des groupes qui permettront vraiment d'avoir un appui et un peu un étayage sur certaines thématiques. Voilà. Donc, Ok, merci. Je vais recycler un peu tout ça. En tout cas, 400 auditeurs, c'est quand même pas mal, bravo. Si jamais tu as là le lien, bah, n'hésite pas à me le transmettre pour que je puisse le mettre avec la vidéo. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci pour rediffuser tout ça. Je ne sais pas si là autour de moi, non, pas de questions. Merci Sandrine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup parce que c'est en effet intéressant de pouvoir partager cette expérience qui, au-delà de l'événement lui-même, des émissions, des portraits pour lesquels on a eu des retours plutôt positifs, c'est aussi ce que ça crée en termes de dynamique de projet, de dynamique de groupe et de cohésion, d'apprentissage, d'articulation entre différents partenaires, de champs différents. Enfin, c'est aussi en termes de réussite autour du faire ensemble et de ce que ça produit, une expérience qui est vraiment intéressante, avec une implication vraiment de nombreux partenaires. Donc, c'est vraiment une réalisation commune, aussi bien pour toute cette famille que pour la radio. Donc, c'est vraiment intéressant comme expérience. Voilà. On va au plaisir en tout cas d'entendre les partenaires là sur la web radio. Et puis encore un très grand merci pour ta participation. Un grand merci à tous les participants de cet après-midi avec les interventions très riches de chacun. La vidéo donc sera en replay d'ici quelques jours sur le YouTube et vous pourrez y avoir accès en version illimitée. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis au plaisir de vous retrouver autour de la culture ou bien d'autres projets. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.